Bon, bonjour à tous pour ces mercredis de l'UCHF. Merci à Elisabeth et à Clément d'être ici ce soir. Je vais vous présenter avant de démarrer la. Je vais pas peut-être, je parlerai de l'UCHF un peu à la fin de la réunion sommairement. Donc, Elisabeth, nous avons l'honneur d'accueillir Elisabeth Weiderpass, éminente spécialiste, experte en épidémiologie et en prévention du cancer. Elle s'intéresse particulièrement à l'enregistrement et à la compréhension des cancers. Elle a vécu beaucoup en Europe, notamment en Norvège, où elle a dirigé le département de recherche du registre du cancer et a travaillé comme professeure d'épidémiologie. Elle est depuis 2019, elle occupe le poste de directrice du Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, qui est basé à Lyon. C'est là qu'on la connaît plutôt bien, Elisabeth. C'est l'agence spécialisée dans le cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Par ailleurs, Elisabeth contribue est spécialisée, anime est membre du conseil scientifique du Centre Léon Bérard. Elle est coprésidente du conseil scientifique de l'Institut Gustave Roussy à Paris. J'en passe et des meilleurs parce que c'est pour ça que je regarde ma liste parce que il y a tellement de contributions et Elisabeth a publié plus d'une centaine d'articles dans des revues internationales. Merci Elisabeth de nous faire l'honneur d'être ici ce soir. Je vais présenter aussi Clément Chauvet qui est directeur des engagements stratégiques et des relations extérieures du CIRC depuis 2019 comme Elisabeth. Il a une longue, j'ai regardé sa bio, il a longue carrière à l'international. J'ai vu l'Inde, le Kosovo, les Philippines, j'en passe aussi, il a travaillé pour l'UNICEF et donc depuis 2019 au CIRC et travaille en collaboration avec Elisabeth. Merci d'être là et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci pour cette invitation et merci aussi à Bertrand Thibert pour l'organisation et pour faciliter notre dialogue aujourd'hui. Peut-être je commence seulement pour complémenter un petit peu ma présentation et pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, les Centres internationaux de recherche sur le cancer est la partie recherche du cancer de l'Organisation mondiale de la santé qui appartient aux Nations Unies. Dans cet cas, comme directrice de ces centres, j'occupe une position qui, dans la hiérarchie des Nations Unies, correspond à la position d'ambassadeur. Et c'est pour ça que je suis intégrée dès 2019 au corps consulaire de Lyon, où j'ai l'honneur de travailler avec Marie-Laure, avec Bertrand Thibert et plusieurs d'autres collègues à Lyon. Et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont invité parce qu'ils pensaient que peut-être cette présentation pourrait vous être utile et intéressant pour que vous compreniez un petit peu plus à fond qu'est-ce que nous faisons. Alors, je demande à Bertrand, s'il vous plaît, de partager l'écran avec les diapositives. Merci beaucoup. Alors, j'ai les titres de ma présentation, c'est En finir avec les cancers avant qu'ils ne commencent. C'est vraiment les motos de notre organisation. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, dans les années 50 et 60, la compréhension du cancer a considérablement progressé, avec une connaissance croissante du rôle des facteurs de risque, tels que le tabagisme, l'exposition à certaines substances chimiques et d'autres éléments de l'environnement dans le développement de la maladie. Et des intellectuels français ont eu l'idée d'ouvrir un centre international de recherche sur le cancer. Ils ont proposé cette idée au maréchal de Gaulle, qui a validé cette idée. Il a porté les projets devant l'Organisation mondiale de la santé. Avec cette initiative, alors l'agence a été créée
de 1965. Et en fait, nous allons célébrer cette année le 60e anniversaire de notre organisation. Et je suis sûre qu'on va discuter un petit peu plus tard tous les événements associés avec ces festivités. Prochaine slide, s'il vous plaît. Les Centres internationaux de recherche sur les cancers, et on abrévie CIRC en français, IARC en anglais, voit les jours alors en 1965 et il est aujourd'hui l'agence, la unique agence spécialisée de l'OMS sur les questions relatives au cancer. Il s'agit donc d'une organisation internationale avec un exécutif bicéphale, les conseils scientifiques et les conseils de gouvernance qui sont rattachés tous les deux à l'organisation. Et Lyon a été choisi pour différentes raisons. Alors, d'abord pour la volonté politique de la France de soutenir cette initiative et aussi à cause de la proximité de Genève où le siège de l'OMS est basé. Prochaine slide, s'il vous plaît. À l'origine, le CIRC ne comptait que 5 États membres, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la RDA et l'Italie. Aujourd'hui, elle compte avec 29 États participants et les activités du CIRC sont centrées sur la coopération internationale. Les États participants jouent un rôle essentiel pour nous soutenir et cette coopération est cruciale pour notre travail. Prochaine slide, s'il vous plaît. Le général de Gaulle voit le CIRC comme une union des chercheurs par-delà dans le monde et de ses frontières. Et seule une véritable coopération transfrontalière apparaît déjà à l'époque où le CIRC a été créé comme la seule solution de lutter contre cette maladie qui est toujours, même aujourd'hui, une des premières causes de décès dans tout le monde. Et là, vous avez quelques photos des pionniers du travail de CIRC dans les laboratoires à Lyon. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, les cancers, c'est une maladie provoquée par la transformation des cellules qui devient anormale et qui prolifèrent de façon excessive. Ces cellules dégénèrent et finissent par former une masse qu'on appelle une tumeur maligne. Les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et à se détacher du tumeur, c'est ce qu'on appelle les métastases. Prochaine slide, s'il vous plaît. Les cancers est la première ou la deuxième cause de décès prématurés déjà aujourd'hui dans plus de 134 pays au monde. Et par décès prématuré, on définit comme les décès qui a lieu avant l'âge de 70 ans. C'est la définition officielle de l'Organisation mondiale de la santé comme un décès prématuré. Alors, tous les pays qui ont un bleu foncé ou un bec foncé sont les pays où le cancer est déjà la première cause de mortalité prématurée et les bleus clairs, c'est où le cancer est la deuxième cause de décès prématuré. Et jusqu'à la fin de ce siècle, tous les pays au monde auront une couleur bleu foncé. Ça veut dire que le cancer va devenir universellement la première cause de mortalité prématurée dans chaque pays au monde. Prochaine slide, s'il vous plaît. Ici, ce sont les chiffres sur le nombre de cancers, nombre de personnes qui développent un cancer dans une seule année, dans ces cas, dans l'année 2022. 20 millions de personnes, c'est un numéro assez impressionnant. Et on a estimé combien de personnes vont développer un cancer dans l'année 2045 et on voit que c'est presque 33 millions de personnes. Alors, nous allons avoir une augmentation très substantielle des nombres de cancers dans le monde. Et la première cause, c'est les changements démographiques, parce que la population, elle devient de plus en plus nombreuse et de plus en plus âgée. Et les cancers, c'est surtout une maladie des personnes d'un certain âge. L'âge moyen de développement de tout cancer mélangé, c'est 66 ans aujourd'hui. Prochaine slide, s'il vous plaît. Cette augmentation des nombres de cancers dans le monde, bon, elle va affecter tous les continents au monde, mais le
proportionnellement, la plus grande augmentation aura lieu dans les pays pauvres, dans les pays où l'index de développement humain est le plus bas aujourd'hui. Ça veut dire surtout dans l'Afrique subsaharienne, un des plusieurs pays en Asie, inclus l'Inde. Prochaine slide, s'il vous plaît. Les cancers n'ont pas seulement une implication directe sur les patients pour les coûts des diagnostics, des traitements médicaux, etc., mais il a aussi un coût très substantiel pour la société, pour les familles et pour toute la communauté. Alors, quand on parle de l'impact économique du cancer, on doit réfléchir dans tous ces domaines-là et tout inclus. Bien sûr, les coûts des médicaments du cancer, ils deviennent de plus en plus chers et on a estimé que tous les pays au monde, même les pays plus riches, auront beaucoup de difficultés de payer pour ces médicaments anticancéreux dans le futur, mais ça, c'est seulement une partie des coûts. Il y a beaucoup d'autres aspects financiers à considérer quand on parle du cancer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, l'objectif du cirque est de lutter contre les cancers en se focalisant sur deux axes. Le premier, comprendre comment les personnes développent un cancer pour les prévenir et en favorisant la détection précoce pour que les patients aient une meilleure chance de survie. Le cirque est organisé autour de 4 piliers scientifiques. Les premiers, ce sont les données au service de l'action. C'est tout ce que c'est la statistique sur les cancers, combien de personnes développent un cancer, combien de gens meurent des cancers, combien de cas on va avoir dans le futur, quelle est la survie du cancer dans chaque pays, dans chaque continent, dans chaque tranche d'âge, dans chaque genre, etc. Après, le deuxième axe, c'est comprendre les causes des cancers, ce qu'on appelle la étiologie des cancers. Quelles sont les expositions dans l'environnement, les expositions génétiques, épigénétiques qui causent les cancers. Le troisième axe, c'est la compréhension de la prévention. Comment diagnostiquer précocement et comment faire surtout le dépistage et la prévention du cancer. Et le quatrième axe, c'est la mobilisation des connaissances et aussi la transmission de ces connaissances pour les gouvernements de chaque pays au monde, mais aussi pour des nouvelles générations de chercheurs, surtout dans les pays en voie de développement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les cancers peuvent toucher n'importe qui, quel que soit son âge, son sexe, son origine ethnique ou son niveau socio-économique. Cependant, il existe des facteurs de risque qui peuvent augmenter la probabilité de développer un cancer, tels que le tabagisme, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique, l'exposition à des substances carcinogènes et des antécédents familiaux de cancer et aussi des facteurs génétiques spécifiques. En termes de répartition géographique, le cancer est une maladie mondiale qui affecte toutes les régions du monde, bien que l'incidence et le type de cancer puissent varier d'un pays à l'autre en fonction des facteurs tels que les modes de vie, l'environnement, l'accès aux soins de santé et les pratiques de dépistage. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, qui est touché par les cancers et où et quand? En ce qui concerne les moments où les cancers peuvent se développer, il peut survenir à tous les moments en cours de la vie dans une personne. Certains types de cancers, comme certains cancers pédiatriques, peuvent se développer dès la plus jeune enfance, tandis que d'autres types sont plus courants chez les adultes plus âgés. Les progrès de la recherche ont permis de mieux comprendre les facteurs de risque du cancer et d'améliorer les pratiques de dépistage, ce qui contribue à détecter la maladie à un stade précoce et à améliorer les chances de guérison. Et dans cette map, on montre les différents types de cancers les plus communs au monde. La couleur rose, c'est les cancers du sein, et là, on a les deux sexes combinés. La couleur rose indique les pays où les cancers du sein est les plus incidents, les plus communs. La couleur vert, c'est les cancers des prostates. La couleur orange, les cancers du col utérin. La couleur bleue, les cancers des poumons. La couleur
jeunes les cancers du colorectal et ainsi de suite. Mais les cancers du sein, c'est vraiment un des cancers les plus répandus dans tout le monde. Prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, les données au service de l'action. Comme je vous ai dit, un des piliers, une des axes de recherche principales du cirque, c'est vraiment tout ce que c'est les statistiques officielles sur les cancers. Les cancers aujourd'hui, alors combien de patients il y a au monde, combien de diagnostics chaque année, combien de morts chaque année, quels sont les types de cancers, quelle est la survie des cancers et aussi comment ces statistiques et comment sont les prédictions pendant plusieurs décennies et qu'est-ce qu'on attend dans 5 ans, 10 ans, 50 ans, comment sera le monde matière cancer en nombre de chiffres et quels seront les besoins des professionnels de santé. L'étude des causes des cancers, des survies et aussi tout ce que c'est recherche en statistiques de cancer. On travaille aussi beaucoup avec le cancer pédiatrique. On a un observatoire des cancers pédiatriques et on travaille dans presque 200 pays au monde, presque tous les pays au monde, en faisant la formation des ressources humaines pour enregistrer les cancers dans chaque pays. Nous faisons une publication phare qui s'appelle l'incidence des cancers dans 5 continents depuis plusieurs décennies et c'est une compilation chaque 5 années de toutes les statistiques au niveau mondial. Avant, on faisait en papier. Maintenant, c'est complètement électronique et c'est une base de données ouverte au public et ouverte au gouvernement, bien sûr, que chaque personne peut utiliser pour créer ses propres graphes, tabelles, etc. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Si le cirque constitue le seul institut international de recherche sur les cancers, il n'est pas le seul centre de recherche, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres centres de recherche sur les cancers dans le monde. Mais la diffusion et le partage de recherches que nous faisons, c'est vraiment essentiel. Nous travaillons avec les concepts des sciences ouvertes et ça veut dire qu'on encourage que toutes nos publications sont complètement ouvertes au public. On encourage aussi le partage des données, le partage des échantillons et le libre accès à toutes les ressources que nous avons dans notre organisation. Nous faisons aussi beaucoup de formations des ressources humaines et ça, c'est aussi complètement sans paye. C'est gratuit pour tous les pays au monde et on privilégie les pays en voie de développement où nous offrons aussi beaucoup de bourses d'études pour des étudiants de ces pays-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Depuis sa création, le cirque a joué un rôle crucial dans la collecte et analyse des données épidémiologiques sur les cancers à l'échelle mondiale, ainsi que dans la coordination de la recherche internationale sur les différents aspects de la maladie. Il est également devenu une autorité reconnue dans l'évaluation des risques carcinogènes, des agents chimiques, physiques et biologiques, fournissant des recommandations importantes sur la santé publique. En tant qu'agence spécialisée de l'OMS et donc sous l'égide des Nations Unies, le cirque a un double rôle et il est légitime de considérer comme un leader au niveau mondial. Il s'agit de fait d'un modèle unique de coopération scientifique entre tous les pays au monde. Alors, je vais passer la parole maintenant à mon collègue Clément Chauvet pour qu'il vous explique un tout petit peu la campagne de l'anniversaire, du 60e anniversaire du cirque. Clément, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux prendre la parole, Oui, s'il te plaît? oui, bonjour à tous. Attendez, je mets ma vidéo, voilà. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous donner l'occasion de pouvoir vous présenter en effet un petit peu plus le cirque et ce qu'on fait. Alors, comme vous le disiez, Elisabeth, donc le cirque est né il y a de ça 60 ans maintenant, donc en mai 1965 à l'Assemblée mondiale de la santé. L'idée du cirque, il faut bien comprendre, c'est on est bien entendu un centre de recherche, mais on est plus qu'un centre de recherche, puisqu'on est aussi une agence des Nations Unies. Et donc, le fait qu'on soit une agence des Nations Unies nous donne aussi un objectif très clair, c'est que pour nous, le plus important est d'avoir un impact en termes de santé publique. Et on comprend aujourd'hui que cet impact, eh ben, on ne pourra pas forcément l'avoir seul. Notamment, alors pour vous donner un exemple qui vaut ce qui vaut, mais qui permet de bien comprendre, la science a démontré
au cours de plusieurs des décennies passées que le tabac tuait et était responsable notamment du cancer, bien d'autres maladies, mais pour les cancers, d'un cancer sur 4 ou 5 minimum. Donc on le sait, tout le monde le sait. Pourtant, aujourd'hui, et notamment dans la population française, il y a encore à peu près 30% de la population française qui fume. C'est-à-dire que la science à elle toute seule ne permet pas d'avoir un impact en termes de santé publique. Il faut que la science que nous, on fait aujourd'hui au cirque, elle puisse être disséminée, elle puisse être utilisée par d'autres pour qu'au final, tous ensemble, on puisse avoir cet impact. Donc on sait aujourd'hui qu'on a besoin de s'ouvrir. On a besoin véritablement de casser la bulle dans laquelle on était, on est resté pendant longtemps, puisque aussi bien le cirque a fait des découvertes incroyables en termes de scientifiques sur la prévention des cancers, mais pourtant il y a encore très peu de gens au monde, et notamment en France et même à Lyon, qui savent que le cirque existe et que donc il y a le siège d'une agence des Nations Unies qui est basée sur Lyon. Donc il est important pour nous de se dire que bah, la science, elle toute seule, si on comprend qu'elle ne suffit pas, qu'il faut qu'on puisse s'ouvrir à d'autres organismes, que ce soit les organismes, les entités gouvernementales, mais aussi les organisations de la société civile, les médias, voire même le secteur privé, pour que tous ensemble, au final, on est nous un maillon de la chaîne qui est très important et certainement le premier, mais on n'est qu'un seul maillon de cette chaîne. Il faut que cette chaîne, elle puisse se construire et que tous ensemble, on puisse œuvrer pour diffuser cette information en termes de prévention et protéger le maximum de personnes possible et faire reculer en effet le fardeau du cancer. Et c'est pour ça qu'on a décidé, pour nos 60 ans, en fait, de mener une campagne de sensibilisation, de mener une campagne qui va augmenter la visibilité du cirque et qui va nous permettre de mieux nous faire connaître, de mieux diffuser nos messages de prévention et de s'assurer qu'on puisse lier véritablement des relations et des partenariats avec un plus grand nombre d'organismes, que ce soit au niveau français ou au niveau international. La prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc, on peut passer celle-là aussi. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on est une organisation multilatérale. Comme vous l'a expliqué, Elisabeth, on a 29 pays participants aujourd'hui qui constituent le conseil de direction du cirque et son conseil scientifique. On a environ 400 personnes au cirque et plus de 60 nationalités différentes. Et Elisabeth vous a expliqué un petit peu ces 4 différents piliers qui sont nos priorités scientifiques importantes. La slide d'après, s'il vous plaît. On peut passer, puisque ça, on l'a déjà vu avec Elisabeth, et donc passer la slide d'après directement sur la campagne. Donc, à quoi va nous servir cette campagne aujourd'hui? Cette campagne, comme je vous l'ai dit, c'est l'opportunité de pouvoir démontrer que la recherche sur le cancer, à partir du moment où elle est mise en action, à partir du moment où elle va être appropriée par d'autres organismes, on sait qu'elle peut avoir un impact et un impact non négligeable, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 40 à 50% des cancers qui pourraient être évitables. Donc, Elisabeth vous a parlé, le nombre de cancers chaque année, c'est 20 millions de nouveaux cas par an dans le monde. Si on compte que 40 à 50% de ces cancers pourraient être évitables, ça fait quand même pas mal de monde qu'on pourrait protéger contre cette maladie. Donc l'objectif pour nous de mener cette campagne, c'est d'augmenter la visibilité du cirque, de montrer aussi l'unicité que peut avoir le cirque, puisqu'on est la seule agence mondiale sur le cancer. On est en plus une agence des Nations Unies, on est une agence spécialisée de l'OMS, c'est-à-dire que toute la recherche qu'on fait, elle a la possibilité d'être traduite par la suite en termes d'assistance aux différents pays pour qu'ils puissent mettre en place des politiques de santé publique qui soient beaucoup plus impactantes. Donc, on va mettre en place cette campagne. C'est 1 an de campagne qui va démarrer en mai 2025 et se finir en mai 2026. Il va y avoir des événements aussi bien au niveau local, national et même au niveau international. Bien entendu, on va énormément travailler avec nos partenaires institutionnels au niveau local, que ce soit la ville, la métropole, la région, la préfecture et autres, mais aussi nos partenaires scientifiques, par exemple le CLARA aujourd'hui, mais aussi le Centre Léon Bérard, ou les HL, les Hospices civils de Lyon et autres. Et puis au niveau international, avec tous nos États participants, comme on les appelle, et aussi les futurs États participants, ainsi que des donateurs, parce que comme vous savez, on a nous aussi besoin d'argent pour faire de la recherche, et des partenaires scientifiques au niveau global. La slide suivante, s'il te plaît. Donc cette campagne, elle va se diviser un peu en deux, au niveau international et au niveau national. Au niveau international, l'idée est plus, nous, de cibler notamment les États. Alors pourquoi les États? Parce qu'il est important pour nous aujourd'hui de faire comprendre aux États qui peuvent bénéficier en faisant partie du cirque, et pour eux, et au niveau global.
et notamment on va rechercher, nous, à ce qu'il y ait de nouveaux États membres. Au cours des dernières années, comme vous avez pu le voir quand on avait tous les drapeaux, en fait, l'année dernière, il y a 2 nouveaux pays qui nous ont rejoints, que sont l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et pour nous, c'est très important parce que ça veut dire qu'on s'ouvre de plus en plus et on a une nouvelle perspective, notamment en travaillant avec des pays à faible et moyen revenu. Pourquoi? Parce que les solutions qu'on met en place pour la prévention des cancers, elles ne peuvent pas partout être calées de la même façon. En l'occurrence, un programme, par exemple, de dépistage du cancer du sein tel qu'on peut l'avoir dans les pays européens, c'est sûr que ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être dupliqué dans des pays à faible et moyen revenu, notamment parce qu'ils n'auront pas forcément l'infrastructure nécessaire pour pouvoir le mettre en place. Et donc, nous, il faut qu'on puisse trouver d'autres solutions qui soient adaptées aussi à d'autres contextes. On va bien entendu avoir une autre cible aussi qui est celle des donateurs, puisque là, l'argent reste le nerf de la guerre et il est important pour nous d'avoir plus de fonds pour pouvoir mener plus de recherches. Et puis, bien entendu, nos partenaires scientifiques à travers le monde, comme le disait Elisabeth, on n'a qu'un bureau à Lyon. Par contre, on travaille dans plus de 170 pays dans le monde. Donc, on travaille littéralement, on a une empreinte globale et on travaille avec des organisations du monde entier. Mais on va aussi avoir une campagne qui sera un peu plus locale. Et là, comme je vous le disais, avec nos partenaires locaux, que ça soit institutionnel ou de la communauté scientifique, mais aussi pour nous ouvrir un peu plus au grand public et nous faire connaître et nous rendre un peu plus visibles. La slide suivante, s'il te plaît. Alors ça, c'est pour vous donner une idée du calendrier. On en est arrivé et on s'était fixé un objectif qui nous semblait très ambitieux quand on a commencé à mener cette campagne. On a 60 ans, hein, et donc l'idée, c'était de dire qu'au cours de cette année, on allait organiser 60 événements. Et bah, au final, on l'a dépassé puisqu'on est à 62 ou 64, je ne sais même plus, j'arrive plus à compter. Alors, tous ces événements-là, bien entendu, nous, comme on vous l'a expliqué, le cœur de l'ADN du cirque, c'est cette idée de collaboration, et notamment de collaboration internationale sur le cancer. Donc, tout ce qu'on va faire, de toute façon, pendant toute cette année, il n'y a rien qu'on va faire tout seul. L'idée est toujours qu'on puisse le faire en collaboration avec quelqu'un. Alors que ça soit en collaboration avec la mairie, par exemple, quand on va mettre en place la semaine de l'alimentation en juin, que ça soit en collaboration avec la région et avec le gouvernement pour les fêtes de la science, par exemple, avec la métropole de Lyon, par exemple, pour les journées européennes du patrimoine, avec nos différents partenaires scientifiques, quand on va organiser différents types de conférences ou participer à des journées de sensibilisation et à la prévention du cancer, mais aussi au niveau international, dans nombre de différentes conférences internationales comme l'Aortic qui se déroulera à Tennis, ou par exemple le World Health Summit qui pourra se dérouler à Berlin, ou l'Assemblée générale des Nations Unies qui se déroulera en septembre à New York. Donc ça va vraiment être un panel très différent. L'idée était pour nous aussi d'essayer d'atteindre le grand public. Comme vous l'avez vu, on va ouvrir nos bâtiments, par exemple, lors de cadre des Journées européennes du patrimoine. Et puis on va essayer aussi de faire des choses peut-être avec des partenaires un peu plus artistiques. Pour vous donner une idée, on est en lien aujourd'hui avec un festival qui s'appelle le Festival Quai du Polar, qui se déroule à Lyon à partir de en mars-avril tous les ans. Et l'idée que pour la prochaine session, donc en mars 2026, ça serait l'idée de pouvoir faire une collaboration avec eux, et notamment puisque le Quai du Polar, tous les ans, organise une grande chasse au trésor ou une grande chasse à énigmes dans Lyon. Et l'idée se ferait de faire cette chasse à énigmes plutôt dans le quartier de Gerland, avec une histoire policière qui tournerait autour de la santé et sur lequel le cirque pourrait être bien entendu mis en valeur. La slide suivante. Et donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on veut faire. On a vraiment une volonté aujourd'hui, nous, de s'ouvrir, de pouvoir collaborer et aussi de pouvoir fédérer un petit peu l'écosystème cancer. Notamment, un des grands moments pour nous l'année prochaine va être le 4 février 2026. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le 4 février, généralement, c'est la journée mondiale contre le cancer. Généralement, pendant cette journée-là, toutes les organisations qui travaillent autour du plus ou moins autour du cancer, vont essayer de prendre la parole et de prendre la parole dans les médias pour essayer d'être plus visible et puis de faire remonter un petit peu ces thématiques, notamment de prévention. On a décidé, nous, et on en a déjà parlé avec les acteurs les plus importants, on a décidé de se dire que si tout le monde parle ce jour-là, c'est malheureusement parfois un peu dissonant et un peu cacophonique parce que chacun parle dans son coin. Donc en fait, on a décidé de fédérer un petit peu tout cet écosystème cancer et de faire en sorte, notamment sur Lyon, sa métropole et la région, de faire en sorte que ce jour-là, on ne parle que d'une et seule voix par rapport à la Journée mondiale contre le cancer et qu'on soit tous
fédérer tous ensemble, que ce soit le Centre Léon Bérard, les Hospices civils de Lyon, des mouvements comme Courir pour elle, la Ligue contre le cancer, le Clara, et même bien d'autres, et que d'une seule et même voix pour essayer d'avoir plus d'impact et vraiment sensibiliser la population à la manière dont on peut se protéger pour se prémunir du cancer. Merci beaucoup et je reste bien entendu à votre disposition pour les questions que vous pourriez avoir. Merci déjà pour cette présentation. J'ai appris plein de choses. Je connaissais pourtant, j'ai assisté à des conférences au centre, au CIRC, mais j'ai encore appris beaucoup de choses. Vous dites qu'il y a 29 pays participants, et est-ce qu'il y en a, ce qui est déjà beaucoup, et est-ce qu'il y en a d'autres là vous avez parlé de l'Égypte qui vient de rentrer, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent continuer à rentrer? Oui, alors nous avons eu une demande du gouvernement du Portugal il y a quelques semaines pour entrer. Alors le Portugal deviendra certainement un pays membre cette année. Il nous a pris 28 années de dialogue et discussion avec le Portugal. Ça a été peut-être Ah les oui. records des durations de négociations, mais finalement, ça va se passer cette année-là. Nous voudrons bien sûr inclure d'autres pays membres. Alors ça c'est aussi une invitation à tous les consuls honoraires et d'autres diplomates en France, surtout des pays qui ne sont pas encore membres, de nous aider avec les dialogues avec ce pays pour essayer d'attraire plus de membres, pour enrichir encore plus notre écosystème. Alors, nous avons plusieurs pays qui nous sommes déjà en dialogue et nous avons des cibles et des objectifs par continent. Bien sûr, l'Amérique latine est une de nos priorités. La priorité maintenant, c'est le Mexique et aussi la Colombie pour commencer. En Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud est notre priorité. Et après, en Afrique du Nord, surtout les pays francophones de l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc est déjà un pays membre. Et après, nous voudrons encore expandir pour les pays de l'Est européen, par exemple la République tchèque, la Croatie, Slovénie, Slovaquie, c'est aussi, et la Roumanie est aussi un de notre cibles. Dans les continents asiatiques, nos cibles, ce sont la Malaisie, l'Indonésie, Singapour pour le moment. Clément, est-ce que tu veux compléter? Ah, oui, merci beaucoup, Elisabeth. Alors, comme le disait Elisabeth, on a beaucoup de pays avec lesquels on est déjà en contact, avec lesquels on discute. À savoir, il y a deux choses peut-être qui peuvent être intéressantes pour vous de savoir. La première, le cirque n'a pas vocation, le cirque est une agence technique et n'a pas vocation à avoir 190 ou 96, je ne sais plus à combien on en est au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, mais on n'a pas vocation à avoir tous les pays du monde. Le cirque a été créé au départ et au départ, dans les années 60, c'était vraiment de créer un lieu physique où les chercheurs du monde entier puissent se retrouver et partager. C'est-à-dire que quand nous, on parle un petit peu de l'adhésion au cirque, il y a quelques conditions. Une des conditions est que le pays puisse participer aux efforts de recherche et donc apporter de la valeur ajoutée sur la partie recherche globale sur la prévention des cancers. Le cirque aussi, et c'est important, n'est pas une organisation de pays membres, contrairement par rapport à l'OCDE. C'est-à-dire l'OCDE travaille exclusivement pour ses pays membres et ne travaille pas pour le reste du monde. Nous, on est une organisation des Nations Unies, c'est-à-dire qu'on a un mandat global. Donc on va travailler pour le monde entier, mais les pays qui sont les pays membres du cirque, eux, en effet, apportent de la valeur en termes de recherche. Il faut savoir aussi, et ça, c'est de plus en plus, c'est les discussions qu'on a avec les différents pays avec lesquels on est en lien aujourd'hui, que vous avez cité Elisabeth, et puis il y en a encore quelques autres, on peut citer la Pologne, les pays du Golfe, etc. De plus en plus, et on le voit aujourd'hui notamment avec les nouveaux entrants, même si nous, on a un mandat global, on sait que les pays qui deviennent membres du cirque vont bénéficier indirectement de leur adhésion au sein du cirque. Et ils vont bénéficier notamment parce que ils font partie d'une organisation internationale, ça leur permet de définir
un petit peu l'agenda mondial sur la recherche sur le cancer, etc. Et on suit le principe des États-Unis, hein. Donc, c'est un État, une voix quand on doit voter, c'est-à-dire que chaque État aura le même voix que la Chine ou les États-Unis, par exemple. Mais aussi, ils en bénéficient directement pour leur propre pays parce que ça va renforcer les collaborations scientifiques. Ça va nous permettre aussi de les guider, de leur donner des recommandations stratégiques, par exemple sur leur programme de dépistage ou sur leur programme de registre de cancer. Et donc, les pays vont directement bénéficier. On le voit notamment aujourd'hui, et je finirai par ça sur l'Égypte. L'Égypte qui est rentrée il y a un an, et aujourd'hui, l'Égypte bénéficie de manière exponentielle de leur membership au sein du cirque. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a énormément de recherches scientifiques qui se font aujourd'hui grâce à la collaboration avec le cirque. Notamment, l'Égypte a fait énormément de choses au cours des dernières années, ce qu'on appelle par exemple la Presidential Initiative pour les cancers féminins. Ils ont collecté énormément de données. Par contre, ils avaient un peu du mal à analyser ces données. Et c'est là où nous, on rentre en compte avec la capacité qu'on a de pouvoir analyser ces données et par la suite de mieux comprendre en effet comment le programme fonctionne, là où peut-être il reste encore quelques petites choses à améliorer, mais aussi de pouvoir publier et de pouvoir mettre sur la scène internationale ce type de programme dont d'autres pays pourront après bénéficier. Et oui, sans aucun problème, on pourra vous donner la liste de tous les pays adhérents, bien entendu, et des pays cibles aussi sur lesquels on travaille, notamment plus précisément. Il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas cités, notamment par exemple en Europe. Le Luxembourg est un des pays qu'on aimerait beaucoup voir rentrer au sein du cirque aussi. J'avais trois questions, moi, à vous poser à tous les deux. Et enfin, j'en ai même une qui s'adresse à une des participantes, qui est Florence Adnet-Cavaillé, qui est la directrice des relations internationales des Hospices civils de Lyon. Nous avons une collègue, hein, qui est membre du CHF, qui s'appelle Virginie Mathieu, qui est consul honoraire des Seychelles à Lyon et qui, en 2021, a fait signer un accord cadre de collaboration dans le domaine de la lutte contre le cancer avec la Healthcare Agency du ministère de la Santé des Seychelles. Donc, c'est un exemple assez typique du rôle et de la mission du consul honoraire lorsqu'une organisation intergouvernementale ou une agence spécialisée se trouve sur le siège, dans le ressort de son district consulaire, hein. C'est prévu d'ailleurs dans la plupart des transpositions des règlements des consuls honoraires. Donc ma question, c'est de savoir si votre organisation encourage ce type d'initiative, qui reste des initiatives pour l'instant bilatérales entre un hôpital spécialisé tel que Léon Bérard et un ministère national d'un État qui, a fortiori, ne fait pas partie, en tout cas, n'est pas partie à la Convention. Donc ça, on va dire, c'est ma première et ma deuxième question. Et ma troisième question, c'est à Lyon a été inaugurée il y a quelques mois l'Académie de l'OMS. Et je voulais donc savoir s'il y avait des relations plus que fonctionnelles pour la formation des personnels de santé au cancer et dans lequel le CIRC joue un rôle actif. D'accord, peut-être je démarre avec les deux premières questions. Alors, nous travaillons les 4 axes de recherche que je vous ai montrés. Elles n'incluent pas, par exemple, des soins actifs sur les patients. On travaille surtout avec la partie préclinique. Par préclinique, je vais dire la science basique, comprendre les mécanismes du cancer, quelles sont les modifications cellulaires, pourquoi on développe un cancer. On ne travaille pas directement avec les soins des patients. Nous ne sommes pas directement connectés à un hôpital oncologique, par exemple. Moi, je ne vois pas des patients tous les jours. Notre vocation, c'est la recherche, ce n'est pas les soins. Et nous ne faisons pas la recherche dans les domaines traitement direct de cancer, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, soins palliatifs. Pourquoi pas? Parce qu'il y a énormément d'autres organisations au monde. Par exemple, en France, je peux vous donner comme exemple les centres Léon Bérard, l'Institut Gustave Roussy, l'hôpital Curie, les centres Curie, des hôpitaux à Marseille, à Bordeaux, etc., qui font essentiellement de la recherche clinique, surtout dans la chimiothérapie et dans les thérapies innovantes pour traiter les cancers. Ce que le cirque a observé dès son inception aux années 60,
c'est qu'il y avait une niche où presque personne travaillait. Et cette niche, c'est la prévention du cancer et les diagnostics précoces. Nous faisons des recherches seulement dans ce domaine-là parce qu'il y a un besoin majeur. Et aussi, la conclusion de nos études nous montre qu'on peut prévenir, comme on vous a déjà dit, presque la moitié de l'occurrence de tous les cancers au monde. Alors, les types de contrats de coopération que tu as mentionné, Bertrand, on peut les faire, oui, mais sur des projets spécifiques. Parce que seulement des accords cadres de collaboration, ce qu'on se rend compte pendant les années, c'est que ça n'apporte pas trop de valeur ajoutée. C'est beaucoup plus pratique si on a un projet concret à travailler. Dans ce sens-là, oui, nous travaillons avec beaucoup de pays et nous avons des accords cadres avec beaucoup de pays, mais on essaye de limiter là où il y a un besoin et une question de recherche spécifique à répondre. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la membership. Alors, nous sommes 29 pays, on va devenir 30 pays dans un mois quand le Portugal est voté pour entrer dans notre organisation, mais nous voulons expandir la base de travail constant. Quand un pays devient un pays membre, ça veut dire qu'on va travailler au quotidien avec ces pays-là pendant le futur, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, et on va avoir une relation constante. Et ça, c'est beaucoup plus fiable et c'est beaucoup plus productif qu'avoir des petits projets ad hoc avec un pays, un hôpital, etc. Alors, on peut toujours considérer des accords cadres avec des pays non membres, mais on préfère investir nos forces et notre énergie pour les nouveaux pays membres et pour développer les recherches où les pays sont déjà membres. Et aussi, dans quelques cas, dans les pays émergents, dans les pays avec un niveau de développement faible, où il y a des questions scientifiques spécifiques à être répondues. Encore une fois, nous n'avons pas la vocation, comme par exemple Médecins sans frontières, d'aller dans un pays et faire le travail de dépistage ou de traitement des patients. Ce n'est pas notre vocation. Notre vocation est répondre à la question comment prévenir un cancer et quelles sont les études scientifiques spécifiques qu'on doit faire dans un pays X. Sur l'Académie de l'OMS, la réponse est oui. Nous travaillons au quotidien avec eux. Ils sont toujours en process ils démarrent leurs activités, ils ne sont pas complètement implémentés. On va travailler sur une plateforme technique pour partager tous nos cours et nos formations avec eux. On va unir nos ressources et nos moyens pour mettre tout dans seulement un serveur. Mais nous allons continuer à développer nos propres formations qui sont extrêmement appréciées, qui sont dans plusieurs langues et qui sont pour différents niveaux des étudiants en recherche sur les cancers et on va travailler au quotidien avec eux. Comme vous le savez, il y a une petite crise au sein de l'OMS maintenant à cause de la rupture avec la possible rupture avec les États-Unis. L'OMS est toujours, ils ont l'espoir d'essayer que les États-Unis retournent en arrière, mais au moment, il y a beaucoup d'inquiétude, quel est le futur de l'OMS comme tel, quels sont les programmes qui vont être diminués en ambition, mais on va voir le résultat de cet exercice de prioritisation dans les prochains mois à venir. Je crois que Clément va prendre la parole pour compléter ma réponse. Oui, puis après j'ai une question de Pia. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est juste pour compléter un petit truc sur la première partie. Il y a aussi des possibilités pour nous de travailler avec certains pays directement, même si ces pays ne sont pas des pays membres. Ça se passe alors aussi, et en effet, hein, c'est par rapport à la prévention, ce que nous, on appelle aussi dans notre jargon de la recherche pour l'implémentation. C'est-à-dire qu'on va travailler directement avec les gouvernements des pays on va travailler, par exemple, on a travaillé en Slovaquie, en Slovénie, en Lettonie dernièrement, où on va rentrer directement dans les process du système de santé pour essayer de mieux comprendre comment ce système de santé fonctionne et essayer d'apporter des recommandations stratégiques pour l'améliorer. C'est par exemple sur des programmes de dépistage. Comment ça va fonctionner, comment fonctionne le flot des données d'une entité à une autre, etc., etc. Ça, on le fait
Par contre, comme vous le comprenez aussi, ça demande pas mal de ressources, et nous, notre temps à nous et le temps de nos chercheurs. Donc, on a besoin de ressources pour pouvoir le faire. Alors, on le fait aussi avec, directement parfois avec les pays, mais surtout, on le fait en collaboration avec l'Union européenne. Donc, il y a des programmes spécifiques de la part de l'Union européenne, notamment un programme qui s'appelle SG Reform, ou Technical Support Instrument, sur lesquels on peut travailler directement, et l'Union européenne peut mettre à disposition des ressources qui nous permettent, nous, après, de travailler directement en collaboration avec les pays et de pouvoir leur apporter des recommandations stratégiques pour améliorer leur propre système de santé. Et ça, si vous êtes intéressé, on peut bien entendu en discuter. Notamment, c'est une discussion qu'on avait eue avec la Roumanie, par exemple. Notamment, tous les pays d'Europe centrale ont facilement accès à ces fonds-là. Alors, c'est des fonds qui doivent être demandés directement par le pays membre à l'Union européenne, mais qui sont assez faciles à obtenir et qui nous permettent de travailler de concert directement avec les ministères de la Santé sur place. Donc, Pia Edström Bourdeau, consul honoraire de Suède à Nantes, nous pose la question suivante. Vous avez affiché les cancers les plus fréquents au monde par pays. Pourriez-vous afficher les cancers les plus mortels au monde par pays? J'ai été les rechercher sur votre site sans succès. D'accord. Merci, Pia, pour cette question. Alors oui, les diapos qu'on vous a montrés, c'est ce qu'on appelle la incidence des cancers. C'est le nombre de personnes qui développent les cancers, différents types de cancers par différentes régions. Vous demandez, est-ce qu'on peut montrer les cas de mortalité, les nombres des patients qui meurent en cancer par pays? Oui, on peut faire ça dans le même site web que vous êtes. Il faut cliquer sur mortalité et vous pouvez choisir si vous voulez des femmes, si vous voulez des hommes ou tous ensemble. Vous pouvez aussi choisir par tranche d'âge. Mais après, je pense en fait que ce que vous voudriez voir, c'est pas seulement quels sont les cancers ou plus de gens morts au monde. Et la réponse d'abord, c'est le cancer du poumon. C'est un des cancers où plus des personnes meurent au monde, suivi des cancers de l'estomac, cancer du foie, etc. Mais les cancers des poumons continuent à être les numéro 1 tueurs de deux sexes confondus. Mais je crois que vous êtes intéressé dans la proportion de patients qui développent un cancer et qui meurent. C'est ce qu'on appelle la fatalité d'un type spécifique de cancer. Là, on n'a pas, dans les sites où vous êtes, on n'a pas des maps sur ça, mais je peux vous dire, et vous pouvez chercher ces données-là dans les maps et former votre propre composition des données. C'est d'abord, alors, si on pense dans les cancers pédiatriques, c'est les cancers des cerveaux, les enfants. Cancer pédiatrique, c'est rare, hein? C'est moins de 4% de tous les cancers au monde se développent avant l'âge des 20 ans. C'est très, très rare. Et ils ont beaucoup de visibilité, mais c'est très, très rare. Et entre les cancers de l'enfant, c'est les cancers du cerveau, quelques types de cancers du cerveau qui sont les plus fatals. Les plus nombreux d'enfants qui développent ces types de cancers meurent. Dans les cancers de l'adulte, c'est les cancers du pancréas. Les cancers du pancréas, il a une fatalité toujours très élevée. C'est aussi les cancers primaires du foie. Les cancers du foie, la plupart des cancers du foie, ce sont des métastases. Ça veut dire que les patients ont un cancer dans un autre organe, mais les cellules migrent. Et puisque les foies filtrent d'une certaine façon beaucoup des cellules sanguines et les cellules cancéreuses passent par les foies, il y a beaucoup de cancers secondaires, ce qu'on appelle métastatiques du foie. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les cancers primaires du foie. Et quand une personne, ça veut dire que les cancers apparaissent comme originant des cellules du foie. Et la fatalité, c'est extrêmement élevé aussi. Il y a aussi quelques types de cancers au cerveau. Il y a plusieurs types de cancers du cerveau, mais il y a un type de cancer qui est très, très, très fatal au cerveau, qui basiquement, on ne sait pas du tout comment dépister, comment prévenir, ni comment traiter. Il n'y a pas de traitement efficace. Alors ça, je dis, et aussi cancer de l'ésophage. Alors, cancer de l'ésophage, la fatalité est toujours extrêmement élevée pour différentes raisons. D'abord parce que on enlève l'ésophage quand on peut, quand le cancer n'est pas trop avancé, mais après, les patients ont beaucoup de difficultés de s'alimenter
Et il y a beaucoup ce qu'on appelle des cachexie, alors des patients qui perdent énormément du poids et ça crée un processus inflammatoire et là, la survie, malheureusement, n'est pas très bonne jusqu'à ces moments-là. Alors, ça, je dirais, ce sont les types de cancers les plus agressifs, les cancers, ce qu'on appelle des mauvais pronostics. Et nous avons un programme au cirque pour comprendre ces cancers de mauvais pronostics et essayer de découvrir des façons de les dépister et les diagnostiquer précocement. Pia, je ne sais pas si ça répond un petit peu à ce que vous avez comme question. Euh, oui, alors vous avez répondu abondamment, effectivement. Alors, ma question, c'était plus sur la mortalité que sur la fatalité, Oui, mais vous avez répondu à ça aussi, parce que je me disais, quand on donne la carte de ceux qui ont été touchés, c'est peut-être parce que c'est ceux qu'on cherche, qu'on dépiste. oui, Donc c'est biaisé. oui, Voilà. absolument. Oui, oui, oui. Oui. Mais bon, votre Si- réponse était éloquente. Merci Merci. beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions dans l'assistance? Bertrand? Oui, Guy, consul honoraire du Brésil à Strasbourg et médecin. Oui, alors j'ai vu que le Brésil fait partie de l'organisation, que je connaissais d'ailleurs pas, donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je voulais demander pourquoi il semble difficile de faire adhérer les pays. Est-ce que, je ne sais pas, la cotisation est très chère? Pourquoi le Portugal a mis 20 ans ou d'autres? Il semblerait, à vous écouter, qu'il faut que vous fassiez des efforts pour les faire adhérer. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi. D'accord. Alors, Guy, merci infiniment d'être là et merci pour être le consul du Brésil. Je suis une citoyenne brésilienne Ah, et j'apprécie beaucoup parabéns! le travail des consuls honoraires en France. Alors, pour devenir un pays membre du cirque, il y a une cotisation à faire. Cette cotisation pour un pays comme le Brésil, c'est à peu près 800 000 euros par an. Hmm. C'est pas trop. Pardon? Alors, ce n'est pas beaucoup si vous pensez les coûts de cancer au niveau sociétal. Ce n'est pas un grand budget, mais oui, c'est un budget qui doit sortir d'un ministère. Et la question, c'est de quel ministère? Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Est-ce que c'est le ministère des Sciences et Technologies? Est-ce que c'est le ministère des Relations internationales? Pour des petits pays comme le Portugal, c'est à peu près 600 000 euros par an. Pour des grands pays comme la Chine, c'est à peu près 2 millions d'euros par an. Et là, on a une formule pour calculer la contribution. Et c'est une formule avec trois composants. Le premier, c'est un composant fixe. Le deuxième, c'est un composant basé sur ce qu'il paye, que chaque pays paye à l'Organisation mondiale de la santé. Et le troisième, c'est par rapport au GDP. Alors, les plus grands et les plus riches les pays, les plus ils payent. Mais ce n'est pas trop. Hein? Les pays qui payent plus, c'est à peu près 2 millions d'euros par an. Et ceux qui payent moins, c'est à peu près 600 000 euros par an. Alors, pourquoi on a des difficultés, entre guillemets, de faire que les pays adhèrent? Parce qu'on est trop gentil dans ma façon de voir les choses, parce que tout ce qu'on produit, on offre pour tous les pays au monde. On ne fait pas de distinctions pour donner plus de privilèges, par exemple, aux pays qui sont membres ou non. Si on a une position ouverte pour un scientifique, n'importe quel scientifique au monde peut postuler. Et c'est pour ça, alors il y a des pays qui jusqu'à maintenant ont été très altruistes, qui ont compris qu'il faut jouer les jeux, il faut contribuer économiquement pour les biens de tout le monde. Mais il y a beaucoup de pays qui pensent, OK, si les bénéfices sont les mêmes, si on paye ou si on ne paye pas, pourquoi on va payer? Et malheureusement, je crois que de plus en plus de pays ont cette posture-là, entre autres des pays que certainement vous pouvez imaginer, qui disent, OK, pourquoi contribuer pour les biens communs? C'est que chacun se débrouille. Ok. Alors, et si je peux rajouter un truc, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, même si on met tout à disposition et tout est fait de manière open source et tout est à disposition du monde, tout ce qu'on publie, on a vu et on peut démontrer quand même que le fait qu'un pays devienne un État participant du cirque va avoir des bénéfices directs sur ce pays en termes de plus de collaboration scientifique,
d'un renforcement de son écosystème national au niveau scientifique, parce qu'il y a des scientifiques qui vont participer dans des consortiums internationaux avec le cirque, etc. Et puis la possibilité aussi pour nous d'avoir une attention un petit peu plus individuelle sur certains de leurs process, de leurs problèmes, comme je vous l'expliquais par exemple avec l'Égypte. Mais ça, les pays ne le voient pas forcément de prime abord. Ce qu'ils voient, en fait, généralement, pour être honnête, à chaque fois qu'on parle avec les pays au niveau technique, c'est-à-dire avec les ministères de la Santé, ils sont tous super d'accord. Ils disent tous, oui, on signe demain, il n'y a pas de problème. Sauf que, comme partout, ce n'est pas eux qui prennent la décision à partir du moment où il y a des finances. Et ça doit remonter au ministère des Finances des pays. Et dès que ça passe au ministère des Finances, généralement, c'est là que ça bloque. Merci Clément, merci Elisabeth. Nous laissons le mot de la fin à notre présidente Marie-Laure Reynaud, consul honoraire du Canada à Lyon. Bien, merci pour cette conférence fort riche et qui pleine d'espoir parce qu'on peut, voilà, j'ai bien retenu qu'on pouvait quand même éviter peut-être un cancer, 50% des cancers, enfin par la prévention. Donc, votre mission est magnifique. Vous avez une très belle mission. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Je vais juste rappeler peut-être les prochains, pour conclure, les prochaines rencontres. Donc, le 23 avril, nous avons les enjeux de la présidence polonaise de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, nous avons un séminaire à Trouville le 17 et 18 mai sur le tourisme. Là, c'est bon, c'est un titre synthétique. Et le 4 juin, nous avons aussi une prochaine rencontre sur la désinformation et l'influence. Désinformation et influence. Je vous souhaite une bonne soirée et encore merci beaucoup Elisabeth et Clément pour cette conférence très riche. Merci beaucoup. Merci, bonne Merci. soirée, au revoir. Merci. Oui. À Merci, très au vite. revoir. Bonsoir, Merci. merci. Bonne soirée. Au revoir.